Bon, Bonjour à tous. bonjour à tous. Merci de nous accueillir pour cette deuxième édition des We Are. On est très heureux de revenir pour faire cet épisode 2, parce que l'épisode 1 est disponible déjà sur YouTube. Merci à la chaîne des Ajars de diffuser tous les orateurs, hein, comme ça pour ceux qui sont un peu endormis encore ce matin, ils pourront faire un replay. Et on va essayer de vous donner cette année un petit kit, alors en quelques minutes c'est difficile, hein, de survie sur toutes les variations hémodynamiques que vous allez possiblement avoir au bloc opératoire, et essayer de faire ça à travers des cas concrets, pas des trucs, des topos avec 12 millions d'études, avec des petits P dans tous les sens, mais de la vraie vie. Et donc participez, posez-nous des questions ensuite, et on va partager ensemble. N'hésitez pas. Alors, donc du coup, votre rôle en tant que futur anesthésiste réanimateur, c'est de assurer l'homéostasie du patient. Et donc ça, c'est très très important. Et donc du coup, dans ce rôle que vous avez, l'hémodynamique est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est pas juste une pression artérielle sur le scope, c'est en fait ce qui va vous permettre de faire passer l'oxygène qui arrive dans les poumons et de le transporter jusque dans la mitochondrie pour faire de l'ATP, de l'énergie et survivre. Donc en fait, cette pression artérielle est très importante, et donc du coup, la pression artérielle et le débit cardiaque, donc du coup, il faut quelque chose qui perfuse et il faut quelque chose qui fasse tourner la machine, va permettre de faire passer l'oxygène dans la mitochondrie, et donc assurer une bonne hémodynamique, et ben ça sert à ça, c'est très très important. Donc, on va vous prendre un petit patient, un scope que vous avez là. Benjamin, Oui. Il a combien de tension ce patient ? Il y a 12 de tension, ça vous allez l'entendre 12 millions de fois, il a 12 de tension ce patient-là. Voilà, on regarde un seul chiffre, celui qui est en bas à gauche, c'est la systolique, c'est cool, on cherche pas plus loin le plus souvent. Mais on va essayer de pousser un peu les choses, parce que mine de rien, la tension, lui il a 21 tensions, lui il a 8 de tension, chouette, on en fait quoi? Le patient il va bien, il va mal, vous faites quelque chose, vous faites pas. Vous regardez des chiffres, mais à quoi est-ce qu'ils correspondent au niveau de la physiologie ? La pression artérielle systolique, c'est l'obstacle à l'éjection, mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes à regarder au niveau de tout ce qui est pression artérielle, chose que vous pouvez voir tous les jours sur vos scopes. Donc effectivement, si on se cantonne à regarder la pression artérielle systolique, on se dit le patient en haut à gauche, il a 3 chiffres avec un 2 devant. Waouh, il est hyper tendu. C'est grave. Voilà. Et le patient qui est en bas à droite, il a 8 de tension, il a que 2 chiffres, il est hypotendu. Donc voilà. C'est moins grave, moins de chiffres. Voilà, donc du coup c'est cas caricatureux, mais quand on commence, on se dit lui il est hypertendu, lui il est hypotendu, on regarde la pression artérielle systolique et on se limite à ça. Mais en fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais physiologiquement, quand le cœur éjecte donc le volume d'éjection dans l'arbre vasculaire, en fait, vous avez tous vu donc une pression artérielle invasive, une radiale par exemple. Et bien en fait, imaginons que vous mettiez cette radiale à des endroits différents, ce cathé artériel, radial, huméral, fémoral, pédieux. Et bien en fait, vous n'aurez pas la même allure de courbe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand le cœur éjecte dans l'arbre vasculaire, en fait, il va y avoir une amplification de l'onde de pouls plus vous vous éloignez du cœur. Et en fait, comme vous pouvez voir ici, la pression artérielle systolique, si vous la prenez très près du cœur, elle va être peut-être à 14. Et si vous la mesurez un petit peu plus loin, en brachial, elle va être peut-être à 15. Et puis si vous la mesurez très distalement, elle va être peut-être à 16. Donc finalement, pourquoi prendre la systolique comme référence pour savoir l'état hémodynamique du patient, alors qu'en fait, la systolique elle va varier en fonction de l'arbre vasculaire. Donc c'est pas très logique. Par contre, si vous regardez ce schéma-là, effectivement, la pression artérielle moyenne que vous connaissez aussi, celle qui est en tout petit et des fois on regarde pas forcément tout le temps. C'est l'entre parenthèses. Entre parenthèses en plus, donc genre c'est pas important. Elle est constante le long de l'arbre vasculaire. Et donc du coup, peut-être que ce serait logique de la regarder et d'en prendre compte. Alors c'est ce qu'on mesure en fait tous les jours quand vous mettez un brassard de pression artérielle non invasive, hein, le fameux PNI, là. C'est ce que vous mesurez. C'est la seule chose que l'appareil mesure d'ailleurs, se dit en passant. C'est la mesure qui va être la plus importante dans votre prise en charge, dans la majorité de vos prises en charge. Il faut juste savoir que
l'appareil mesure la pression artérielle systolique, enfin la pression artérielle moyenne, mais la pression artérielle systolique et la diastolique sont calculées à partir de cette mesure, ce qui rend le truc quand même extrêmement peu précis. Sachant en plus que ces mesures avec le brassard, si vous le faites mal, si vous le positionnez à des endroits exotiques, genre au bout du pied, à l'envers, mettre un très gros brassard chez quelqu'un de tout petit, ou l'inverse, une patient obèse, BMI 50 avec un brassard standard, vous allez aussi créer des problèmes de mesure de la PNI, et en particulier de la PAM. Et on va voir que la PAM, c'est quand même le truc majeur qui va vous permettre de bien prendre en charge vos patients au niveau hémodynamique, au bloc opératoire, y compris pour les patients qu'on appelle ASA1, les patients basiques que vous allez prendre en charge dans votre vie de tous les jours. Et donc du coup, on parlait de la PAM. Comme vous le savez, c'est également physiologiquement ce qu'on appelle la pression de perfusion des organes. Donc comme votre rôle, c'est d'assurer l'homéostasie, donc vous voulez apporter de l'oxygène dans les organes. Donc c'est important que ces organes soient bien perfusés. Et donc de ce fait-là, aussi s'intéresser à la PAM, c'est vachement important. Alors du coup, on est quand même obligé de parler un petit peu de certaines études qui sont très importantes parce qu'il y a beaucoup de littérature récemment. Pour vous, c'est important que vous ayez des recettes, mais c'est important aussi que vous sachiez qu'il y a un rationnel scientifique fort derrière. Et pour aller dans le sens de l'importance de la PAM comme surveillance, et ben en fait, cette étude donc, qui est sortie l'année dernière, qui fait du coup une revue de la littérature de 50 grandes études, nous dit que quand vous réanimez vos patients au bloc opératoire en prenant la PAM comme objectif, et ben du coup, ça permet de diminuer les complications post-opératoires. Et donc du coup, vous avez en plus un rationnel scientifique à vous dire, a priori, si je réanime et que je maintiens la PAM stable, eh ben, les patients vont avoir un meilleur pronostic post-opératoire. Et on va être clair, ils meurent moins. Maintenant, on sait que cette fameuse pression de perfusion des organes, il va falloir la surveiller, cette PAM. Maintenant, il faut donc se trouver une limite. On prend une limite en fonction de la PAM de base du patient, on prend un chiffre arbitraire, on prend... c'est le chiffre entre parenthèses, de toute façon on ne va pas le surveiller, ça ne sert à rien. Enfin, vous allez entendre de tout et de rien, et donc on s'est donné comme objectif de vous donner quelques réponses, on va dire assez actuelles, avec des topos, enfin des papiers up-to-date qui datent de quelques mois, pour essayer de répondre à la fameuse question « Combien de PAM on doit mettre à nos patients dans la vie de tous les jours ?» Alors, du coup, on parlait des objectifs de PAM. Effectivement, souvent, en réa, vous avez comme notion qu'il faut maintenir une PAM au-dessus de 65. C'est un chiffre un petit peu arbitraire, qui est pas complètement faux. Mais donc, du coup, on va affiner un petit peu, on va aller un petit peu plus loin. Déjà parce que, du coup, on n'a pas que des patients en réanimation, et que peut-être le patient en bloc opératoire, il peut être différent que le patient de réanimation. Mais on va essayer d'apporter aussi des éléments de la littérature. Et cette étude-là, elle est très importante parce que c'est un consensus international qui vient de sortir sur des mecs qui sont réunis pour dire finalement comment on traite la pression artérielle au bloc opératoire. Donc déjà, ils confirment que la PAM, c'est important. Et deuxièmement, ils confirment que c'est pas parce que votre patient il est ASA1 qu'on s'en fout de sa pression artérielle. Et donc en fait, chez le patient tout venant, quelles que soient ses comorbidités, il faut respecter, et ils demandent de traiter effectivement les patients dès qu'ils passent en dessous de 60 mm de mercure de PAM. D'accord ? Donc grosso modo, si vous arrivez à avoir un patient tout venant entre 60 et 70 de PAM, c'est gagné. Donc c'est un bon premier objectif. Et il faut insister sur le fait que c'est vraiment le patient tout venant, y compris le patient de 17 ans qui vient pour des dents de sagesse, une coloscopie. Le truc basique, c'est 60-70. Maintenant, on peut faire... on a du tout venant, mais après, on a aussi une grosse population de patients hypertendus dans nos prises en charge, qui sont ASA2 ou plus, ça dépend un peu des à côté. Et là aussi, ils ont bossé sur combien de PAM on doit leur mettre. Et effectivement, donc, si on se concentre sur des patients donnés, par exemple le patient hypertendu chronique, qui du coup est habitué à avoir un régime de pression plus élevé, et puis des autorégulations, des débits sanguins régionaux qui sont différentes, et effectivement, si vous prenez donc du coup par exemple les recommandations formalisées d'experts de l'ASFAR de 2016,
qui parlait en fait principalement de l'insuffisance rénale aiguë périopératoire, parce que comme vous le savez, le rein est un organe très sensible à l'hypoperfusion. Donc du coup, c'est dans cette recommandation-là qu'il y a eu effectivement des objectifs de PAM, particulièrement chez le patient hypertendu, parce qu'on a aussi beaucoup de patients hypertendus chez les patients à risque rénal. Et donc du coup, il recommande d'avoir des objectifs de PAM un peu plus élevés. Donc un patient hypertendu chronique, ne le laissez pas descendre en dessous de 70 de PAM. Et a fortiori, on peut se dire que tout patient qui est un petit peu fragile, un patient âgé, un patient avec des comorbidités, un patient qui va avoir une chirurgie lourde, eh ben, ce serait important aussi de se dire c'est un patient à risque et donc maintenant une PAM au-dessus de 70. Donc ça, c'est un message important. Alors, ça, on a vu un peu déjà les ranges qu'on doit se donner dans la vie de tous les jours. Mais vous avez déjà commencé, du haut de vos quelques semaines d'anesthésie-réanimation, à endormir des gens, en tout cas à voir des âgés. Et est-ce que vous avez remarqué à quel moment la pression artérielle baissait en péropératoire? Une idée, c'est plutôt au départ, au milieu, à la fin. Bon, il y a des gens très intelligents qui ont fait des travaux et on va vous les présenter là-dessus. En fait, la pression artérielle, en fait, elle baisse souvent à l'induction. Donc dans cette étude-là, ils ont regardé et, sur des grosses cohortes, et on a 50% des hypotensions qui ont lieu après l'induction, donc sur un intervalle de temps très court finalement, de quelques minutes, ou voilà, un quart d'heure, 20 minutes, et 50% des hypotensions qui ont lieu pendant tout le reste de l'intervention. Donc finalement, si vous ramenez ça au temps de chacun de ces temps opératoires, finalement l'hypotension à l'induction, c'est hyper fréquent. Or, pendant ce temps-là, il n'y a que l'anesthésie qui joue. Donc du coup, dans votre mission d'être garant de l'homéostasie du malade, du coup, il faut faire vachement attention parce qu'il faut savoir que c'est surtout à l'induction en tout cas, c'est beaucoup à l'induction que les patients baissent leur pression artérielle. Donc du coup, il faut faire très très attention d'essayer de également avoir des attitudes pour prévenir l'hypotension, donc notamment chez les patients à risque, de titrer votre anesthésie, éventuellement de monitorer, comme on verra après, la profondeur de l'anesthésie, et puis effectivement de faire en sorte d'avoir ces objectifs de PAM vraiment en tête. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là où il faut vous dire j'ai pas fini mon job, j'ai intubé mon patient, il est installé, et de se rendormir et commencer à remplir vos papiers, vos dossiers informatiques et tout ça. Il faut rester au taquet dès le départ. Et aussi, une autre grosse question. Ouais, ok, la pression artérielle, elle baisse. Et pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi ça baissait? Vous avez peut-être attaqué un peu les petits cours de pharmaco, on vous a peut-être donné déjà un peu à manger avec des petits PDF et des choses comme ça de pharmaco. Et donc, il faut essayer de s'intéresser à pourquoi ça baisse. Tu veux répondre? Banco. Allez. Et donc, la pression artérielle, elle baisse. C'est pas une nouveauté, hein, c'est à cause de nous, hein, c'est à cause de tous les produits qu'on va injecter à nos patients pour pouvoir avoir la chose pour laquelle on est payé, c'est que le patient dorme pour pouvoir être opéré. Bien sûr, nos produits vont avoir des effets secondaires, et vont avoir des effets secondaires, on va dire, à deux niveaux principaux. On ne va pas rentrer dans tous les détails de la physiologie, mais on va à la fois vénodilater nos patients et provoquer une baisse de précharge, et donc le remplissage cardiaque va diminuer, donc moins de sang dans le cœur, moins de sang qui en ressort, moins de pression générée, et aussi, parallèlement à ça, une baisse de la pression artérielle, au niveau, non pas de cette histoire de précharge, mais au niveau d'une baisse de la tonicité artérielle et une baisse de ce qu'on appelle les résistances vasculaires systémiques. C'est surtout ces deux choses-là qui vont impacter la pression artérielle. Après, il y a d'autres petites choses qu'on va aborder par la suite qui vont aussi jouer là-dessus, mais c'est les deux choses de physio de base qui font notre pression artérielle qui baisse. Et donc, c'est bien. On sait quoi mesurer, on sait le range qu'on a, on sait pourquoi ça baisse. Mais maintenant, comme on a dit en préambule, il faut maintenir l'homéostasie de nos patients. Donc il faut pouvoir les traiter. Et ça, il va falloir voir un peu comment est-ce qu'on va faire pour traiter l'hypotension à l'induction de l'anesthésie. Donc moi, j'aime bien le remplissage. Et je pense que les patients, ils ont besoin de remplissage. Pourquoi? Parce que les patients, ils arrivent, ils sont à jeun. Donc il faut compenser le jeûne. C'est très important. Donc du coup, le patient, il est hypotendu à l'induction, il faut le remplir. Qu'est-ce que tu en penses? Has-been.
une seule réponse, has-been. Ça, c'était des pratiques qu'on faisait il y a longtemps, au début de notre internat. Bon, pas si longtemps que ça, je vous rassure. Mais maintenant, l'ASFAR, les BJA, entre autres, nous disent qu'il ne faut surtout pas compenser le jeune. On vous demande, enfin, des vieux IAD et des vieux anesthésistes vous diront « Ouais, il a été à jeun tant de temps, il fait tant de kilos, il faudra lui compenser à 2-3 ml kilo. » Non, non, non. Parce que c'est inutile, 2, délétère, et maintenant avec les politiques d'arrêt de jeûne strict dans la majorité des cas des patients, c'est-à-dire avant il fallait mettre tous les patients à jeun à minuit, attention c'est dangereux. Maintenant on a des recommandations très claires de l'ASFAR qui nous disent on peut manger jusque 6 heures avant et surtout on peut boire jusque 2 heures avant une anesthésie du moment que c'est des liquides clairs. Donc interdiction de boire un mojito avant une anesthésie générale, mais un petit café, un jus de fruits, de l'eau, c'est tout à fait possible jusque 2 heures avant. Il y a des petites exceptions, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Alors donc du coup, ce patient-là qui a 58 de PAM, parce que du coup on va s'intéresser un peu plus à la PAM que d'habitude, 58 de PAM, un BIS, donc un monitorage de la profondeur d'anesthésie à 37, c'est-à-dire qu'il dort plutôt bien. Du coup, si on ne doit pas le remplir, qu'est-ce qu'il faut faire alors du coup? Bon, déjà, on sait bien en voyant ça qu'on n'est pas satisfait du truc, quoi. Enfin, on a 58 de PAM, on n'est pas à 60, il faut faire quelque chose. On va pouvoir jouer sur plusieurs choses. Comme vient de dire Max, il dort, mais il dort trop. Pour ceux qui ont déjà fait un peu d'anesthésie, 37 de bis, nous on essaie de souvent avoir un range entre 40 et 60 de bis. On peut se dire qu'en allégeant l'anesthésie, en mettant moins de produits qui ont des effets secondaires vasoplégiants, on va peut-être permettre d'augmenter un peu la pression artérielle. Sauf que ça met un petit peu de temps, et comme on a dit, il faut être réactif, il faut faire les choses vite, parce qu'on va être vite fait délétère sur le cœur, sur les reins, pourquoi pas sur le cerveau, donc on va rajouter des choses en plus. L'éphédrine, je pense que vous avez tous et toutes manié un peu ce truc-là, sauf ceux qui sont en réa. L'éphédrine, c'est un vasoconstricteur qui est indirect, c'est-à-dire qu'il va faire sécréter les catécholamines endogènes de vos patients pour faire remonter la pression artérielle. Puis en plus, comme vous avez mis un BIS ou une entropie à votre patient, vous savez qu'il dort trop, donc allégez l'anesthésie. Le message qui est là, c'est oui, il faut alléger l'anesthésie, mais il faut être plus réactif que ça. Il faut faire les deux de concert, selon nous. Alors le problème, c'est que dans la vraie vie, ça on le fait assez souvent. Et par exemple, dans cet exemple-là, on a fait de l'éphédrine, on a baissé donc l'anesthésie, les hypnotiques, donc que ce soit des halogénés ou du propofol en SAP, ce que vous voulez. Et ça vous a permis d'avoir 5-10 minutes de répit. Et en fait, 5-10 minutes après, on a de nouveau un tableau d'hypotension. Donc par exemple, à droite, là, on a de nouveau 59 de PAM. Mince! Et pourtant, le BIS, il est à 55. Donc le patient, il dort vraiment ce qu'il faut. Donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour baisser l'anesthésie. Donc du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ça, on va l'entendre régulièrement. Vous allez l'entendre régulièrement. Attends, chouchou, le chirurgien est en train de se laver. Dans 5 minutes, il est là. Alors, des fois, c'est un peu des minutes de chirurgien. Vous verrez, ça peut durer un peu plus longtemps. On va attendre l'incision, ça va remonter, hein, t'inquiète pas. Sauf que ça pose un problème, c'est que ça va mettre du temps que le chirurgien arrive, qu'il chambre, qu'il incise, et puis vous allez laisser votre patient avec une PAM en dessous des ranges qui est délétère pour l'homéostasie de votre patient. Pendant combien de temps? Il va falloir secouer et faire autre chose. Ouais, qu'est-ce que tu ferais? En plus, oui, alors, et aussi autre chose, c'est que c'est pas parce qu'on va inciser le malade que forcément ça va faire remonter la tension à tous les coups. Si votre patient il dort bien et qu'il est bien analgésié, il se peut tout à fait que vous avez fait votre taf et le patient ne va pas forcément augmenter sa pression artérielle. Donc l'incision chirurgicale, c'est pas un traitement de l'hypotension. Donc du coup, il nous reste quoi? On va faire encore de l'éphédrine, parce que, encore une fois, on a toujours l'effet vasoplégiant de votre anesthésie, donc il est toujours là, l'effet vasoplégiant de votre anesthésie. Donc on peut faire des bolus répétés, comme ça vous pouvez en faire 2, 3, 4, 5. Sauf qu'au bout d'un moment, déjà comme vous le savez, l'éphédrine, il y a une tachyphylaxie, c'est-à-dire qu'il y a un épuisement de l'effet. Donc il va falloir rapidement se poser la question de passer à quelque chose de continu, des vasopresseurs en continu. Et le vasopresseur de choix,
au bloc opératoire maintenant, ça va être la noradrénaline. Parce qu'effectivement, l'adré, c'est un peu chaud, on ne va pas la prendre. L'éphédrine en SAP, c'est la même chose que les bolus répétés. Et la néo, la phényléphrine que vous connaissez peut-être, on va passer rapidement, mais c'est un vasopresseur qui est difficile à manier parce qu'il peut baisser le débit cardiaque, et donc du coup vous êtes content parce que vous avez maintenu votre pression artérielle, mais en contrepartie, le moulin il tourne moins bien, donc le transport en oxygène il n'est pas suffisant, et donc du coup on peut faire pire que mieux sans le savoir. Ça fait un peu cache-misère, si vous Exactement. voulez. Donc la noradrénaline, ça, c'est un très bon médicament pour le bloc opératoire aussi, et vous avez l'habitude de l'avoir vu en réanimation. Et du coup, on parle de réanimation, forcément, noradrénaline, il faut une voie centrale. C'est évident. Évidemment que non. Évidemment. On ne va pas parler de noradrénaline extrêmement concentrée, comme des fois on peut administrer à nos patients graves. Il existe des nouvelles choses qui ont été, grâce à la maternité, un peu apportées dans le domaine tout venant de l'anesthésie. C'est un peu l'utilisation de la noradrénaline en version diluée qui permet son utilisation de façon safe en voie veineuse périphérique. On s'entend, c'est toujours une question de quantité. Si votre SAP et tout ça, vous commencez à administrer des volumes par heure qui sont complètement hallucinants, il faut peut-être se poser la question de switcher et de dire que le patient, il faut peut-être lui mettre une voie centrale, lui mettre de la noradrénaline plus concentrée, mais pour maintenir l'homéostasie d'un patient tout venant, pour ne pas faire de dégâts sur les organes, l'utilisation de la noradrénaline en version diluée est tout à fait possible et safe. Oui, parce qu'en plus, les degrés de vasoplégie ne sont pas les mêmes que pour un choc septique. Donc vous n'aurez pas besoin d'avoir 10 mg/h de noradré. 0,3, 0,4, 0,5 mg/h de noradré maximum, c'est largement suffisant pour compenser la vasoplégie de votre patient. Donc si par exemple vous prenez de la noradrénaline diluée avec des ranges de 10 microgrammes par ml au niveau de votre seringue, c'est tout à fait adapté. Donc ce n'est pas des dosages en réanimation 0,5 mg par ml ou 1 mg par ml, c'est extrêmement dilué. Donc c'est beaucoup plus maniable. Et ça aussi, vous allez l'entendre un nombre de fois incalculable. Attention, si votre voie veineuse périphérique diffuse avec de la noradrénaline diluée, il va nécroser sa main, il va nécroser son bras, ça va être affreux. En fait, pas tant que ça. Parce que si vous prenez la littérature très récente qui s'est intéressée au safety, c'est-à-dire est-ce que c'est sûr ou pas d'administrer de la noradrénaline sur voie veineuse périphérique, on se rend compte qu'il y a très peu d'extravasation, donc ça arrive très rarement. Et quand ça arrive, c'est plutôt bénin. Donc le mec qui perd pas son bras, on ne va pas l'amputer dans la journée. Et la deuxième chose, c'est que ça survient souvent sur des administrations prolongées, donc des patients qui ont de la noradrénaline diluée pendant au moins 24 heures, ce qui n'est pas forcément le cas au bloc opératoire. Donc finalement, c'est assez safe. La noradrénaline, ça a été validé qu'en réanimation. J'en ai jamais vu autre part. Alors déjà, il y a probablement, vous en avez peut-être déjà vu dans vos quelques semaines pour l'instant, mais il y a certains blocs qui l'utilisent déjà régulièrement depuis plusieurs années, qui ont déjà beaucoup d'expérience. Et en plus, si vous êtes vraiment très très livresque et vous vous dites non, je veux voir dans la littérature s'il y a des gens qui l'ont fait, il y a des grandes études multicentriques très 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 puissantes et très intéressantes qui ont utilisé ces protocoles-là, donc au bloc opératoire, et donc justement avec de la noradrénaline très diluée, et qui ont montré une amélioration du pronostic du patient parce qu'ils ont, grâce à la noradré, réussi à maintenir une pression artérielle, une PAM suffisante pendant l'intégralité du bloc opératoire, et donc assurer l'homéostasie de leur malade convenablement. C'est toujours la même chose, on a trouvé un nouvel outil pour maintenir nos ranges de pression artérielle et surtout que le patient ne meure pas, ni plus ni moins. Alors, le problème, c'est que si vous mettez un patient en bloc opératoire sous noradrénaline, va se poser la question de « Ah bah merde, comment on fait ? Est-ce qu'il va pouvoir remonter dans les étages ?» Donc ça veut dire, je mets de la noradré, il lui faut forcément une unité de soins continus, de soins intensifs ou de réanimation pour assurer le post-op. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est toujours la même chose. On fait le SAV de ce qu'on fait. On a mis la noradrénaline dans la majorité des cas pour compenser la vasoplégie liée aux produits d'anesthésie. Quand on a fini, on arrête nos produits d'anesthésie. Et dans l'immense majorité des cas, hormis patient qui, à la base, n'allait pas bien ou chirurgie qui s'est compliquée en péropératoire, votre noradrénaline, vous la sevrez soit en salle d'intervention, soit en salle de réveil.
De ma petite expérience, Ah ouais, je clairement. n'ai jamais dû faire remonter un patient non grave avec de la noradrénaline dans les étages. À chaque fois, c'était de l'instauration de noradrénaline diluée au départ, et la chirurgie qui se complique, et on passe sur le mode voie centrale, noradré plus concentré, et après, bien sûr, ça nécessite des soins intensifs ou autres, ou de la réanimation. Mais c'est le SAV de ce qu'on fait. D'accord ? Après, un autre pan de ce qu'on n'a pas parlé de notre scope, là on s'est très, très intéressé, et la partie en bas à gauche, les chiffres avec la parenthèse, la pression artérielle systolique, la diastolique, la PAM, évidemment. Mais aussi dans l'hémodynamique, il y a un autre truc qui rentre beaucoup en compte, c'est la fréquence cardiaque. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette fréquence cardiaque alors ? Et ben, c'est très important parce que, comme vous pouvez le voir là sur 2 exemples, on a 2 patients qui ont exactement le même profil tensionnel. 59 de PAM en haut, 59 de PAM en bas. Sauf que celui du haut, il a 84 de fréquence cardiaque, celui du bas, il a 39 de fréquence cardiaque. Donc ils ont pas du tout la même fréquence. Et donc, comme vous le savez, la fréquence cardiaque, elle intervient dans le débit cardiaque, puisque débit cardiaque, c'est fréquence cardiaque fois volume d'éjection systolique. Donc forcément, si vous divisez par 2 votre fréquence cardiaque, vous allez automatiquement diviser par 2 votre débit cardiaque. Donc du coup, c'est délétère. Mais aussi, il y a autre chose, c'est que la fréquence cardiaque, ça c'est le niveau 2, c'est que la fréquence cardiaque influe sur la tension. Pourquoi ? Parce que par exemple, le patient qui est en haut là, qui a 70 de fréquence cardiaque, si d'un coup il se met en arrêt cardiaque, d'un coup, et ben forcément sa pression artérielle va tendre vers 0. Parce qu'il n'y a plus de débit, il n'y a plus de pression. Donc ça veut dire que dès qu'il n'y a plus de battement cardiaque, le système tend à revenir vers l'équilibre. Sauf que, et donc du coup, si on extrapole à quelqu'un qui n'est pas en arrêt cardiaque, mais qui est juste bradycardique, et ben du coup, par exemple, si vous passez de 70 à 30 de fréquence cardiaque, et ben le battement suivant, il va intervenir tellement tard par rapport au précédent que la pression artérielle, elle aurait eu le temps de bien diminuer entre les 2 battements cardiaques. Et donc, vous allez retrouver avec exactement le même battement, mais décalé vers le bas. Donc forcément, au lieu d'avoir 12-8, vous allez avoir 8-4. C'est le même profil tensionnel plus bas. Mais comme vous avez 8-4, la PAM est inférieure à vos objectifs, donc il va falloir la traiter. Donc là, est-ce qu'il faut mettre de la noradré, des vasopresseurs ? Ben non, il faut accélérer le malade. Et en fait, si vous accélérez le malade en mettant par exemple de l'atropine, et ben, tout de suite, vous rétablissez une bonne fréquence cardiaque, son profil tensionnel revient comme avant, et vous allez en fait traiter son hypotension. Et donc vous avez traité une pression artérielle avec de l'atropine. Mais maintenant, vous le comprenez, vous n'allez pas traiter uniquement la fréquence cardiaque. Vous allez vous dire, tiens, je vais améliorer la totalité de mon hémodynamique grâce à mon atropine. Et vous allez savoir pourquoi. Bon. Alors, j'espère que ces petits messages vous ont plu. J'espère qu'on vous a appris quelques trucs. Il faut se dire vraiment le package principal à retenir de ce qu'on vient de dire. C'est l'hypotension, c'est hyper délétère. Vous êtes délétère en morbimortalité, vous allez être délétère sur les cellules myocardiques, vous allez être délétère sur les néphrons, donc il faut y faire attention. C'est surtout au moment de l'induction. Ne relâchez pas votre attention une fois que vous avez intubé ou mis votre masque laryngé. Il faut continuer à être au taquet tout le temps durant l'intervention, mais au moins jusqu'à l'incision, être encore plus présent et encore plus vigilant à tout ça. On a, grâce au topo et grâce aux avancées de 2018-2019, on est maintenant capable de vous dire il faut, de façon formelle, que tous les patients aient plus de 62 PAM tout le temps, y compris le jeune de 17 ans. Parce qu'il faut vous dire que le jeune de 17 ans, il a un stock de néphrons dans sa vie. Et puis si vous faites mal votre job, que à ses 17 ans, vous perfusez mal ses reins, les néphrons que vous avez tués, ça va l'amener peut-être précipiter plus rapidement quand il sera vieux à l'insuffisance rénale. Vous avez mangé son capital de néphrons, vous avez mangé une partie de son capital de cellules cardiaques. Et ça, il faut s'en rendre compte. Pour les patients hypertendus, il faut encore mettre des ranges un peu plus haut. 70, au minimum, c'est vital. Il faut se traiter cette pression artérielle moyenne, basse, rapidement. Je vous invite à regarder le papier qu'on a présenté de Vesselink, où on voit qu'un patient en dessous de 52 PAM pendant, je crois, 3 minutes, il a un autre ratio de morbimortalité qui est de x4. Quand je dis
3 minutes, c'est 3 minutes sur la totalité de son intervention. D'accord? Donc il faut être au taquet et traiter rapidement. Il faut strictement abandonner le « ouais, on va attendre, ça va remonter, ouais, on va attendre, il va inciser, etc. » Non, soyez au taquet et faites-le rapidement. Le plus souvent, il faut commencer par des vasoconstricteurs en bolus, donc de préférence, a priori, l'éphédrine. Si ça se prolonge, maintenant on peut vous affirmer par rapport au topo de l'année dernière que vous pouvez introduire facilement de la noradrénaline diluée et que c'est safe et que vous pouvez le faire sur une voie veineuse périphérique sans souci. Et ne pas oublier que votre fameuse fréquence cardiaque basse, vous devez la traiter non pas en tant que telle, mais ça va avoir un intérêt sur l'hémodynamique pour rétablir une pression artérielle suffisamment importante pour perfuser correctement les organes. Voilà, merci.